Des tonnes d'or s'accumulent au cœur du Sahel, mais la souveraineté du Burkina Faso paraît plus fragile que jamais. Pendant que certaines capitales dénoncent opacité et illégitimité, une partie de la population oppose chiffres officiels et revendications d'autonomie, transformant la question minérale en bras de fer politique. Dans ce tumulte, une interrogation surgit. Comment comprendre la perception d'Ibrahim Traoré lorsque son image oscille entre rupture économique et défi envers l'ordre établi? À l'horizon, un pays avance vers un destin qui se mesure autant dans décisions risquées qu'en grammes d'or. Ce récit propose d'examiner un moment décisif, la tentative du Burkina Faso de financer sa sécurité et sa reconstruction en s'appuyant presque exclusivement sur ses propres ressources après des décennies de dépendance aux bailleurs internationaux. L'intérêt du spectateur tient en une idée simple: comprendre ce que représente réellement une souveraineté économique fondée sur la contribution interne. Cette trajectoire repose sur une équation exigeante. Réduire l'aide extérieure signifie redistribuer davantage de responsabilités vers les citoyens, les coopératives minières et les acteurs locaux qui participent au soutien budgétaire. Cette redistribution modifie profondément l'équilibre habituel entre État et population. Les dépenses publiques ne dépendent plus seulement de partenaires étrangers, mais d'une chaîne de contribution quotidienne. En parallèle, l'isolement diplomatique exerce une pression constante, obligeant le pays à démontrer que cette stratégie peut tenir plus qu'une séquence politique. D'où une question qui sert de micro-hook. Jusqu'où un modèle d'autonomie peut-il résister lorsqu'il avance à contre-courant des normes internationales? Ce qui se joue dépasse un simple ajustement économique. C'est l'avenir d'un modèle alternatif en Afrique de l'Ouest. La première révélation tombe avec une force inattendue. Plus de 6 millions de tonnes d'or inexploitées deviennent l'argument central d'un affrontement narratif mondial. Simultanément, ce même chiffre sert de prétexte à des interprétations totalement opposées, révélant une fracture qui structure toute la dynamique politique du pays. Dans la capitale burkinabé, la mise en place d'une réserve nationale d'or en 2023 prend de courts observateurs et partenaires. Cette mesure, inédite dans la région, réorganise la chaîne de collecte, stimule la participation citoyenne et bouleverse l'économie politique d'un État longtemps dépendant des financements extérieurs. À l'inverse, dans plusieurs chancelleries occidentales, cette initiative est lue comme un signal de rupture, un recentrage du pouvoir et un affaiblissement des contrepoids institutionnels. C'est dans cet écart que se cristallise la figure d'Ibrahim Traoré, jeune officier devenu chef d'État en 2022, dont la rhétorique tranche en promettant une souveraineté fondée sur les ressources nationales. Ce changement de cap s'appuie sur un réseau d'acteurs largement invisibles dans les analyses habituelles: commerçants, enseignants, artisans, mineurs, indépendants. Leur contribution, qu'il s'agisse de versements directs ou d'engagements collectifs, ont permis de réunir plus de 50 millions de dollars en quelques mois. Ces initiatives locales produisent des effets tangibles: reprise de l'activité commerciale dans certaines zones rurales, réorganisation de la sécurité communautaire, réduction partielle de la dépendance aux circuits informels. Cette accumulation d'actions, parfois modestes, révèle un paradoxe clé. La souveraineté proclamée à l'échelle nationale repose en réalité sur des gestes très concrets à l'échelle locale. À cet égard, et c'est dans cette tension entre discours macroéconomiques et efforts quotidiens que se dessine la toile de fond du récit. Alors que les débats internationaux s'intensifient, les transformations les plus révélatrices se trouvent souvent dans les trajectoires individuelles. À Bobo Dioulasso, une coopérative d'orpailleurs décide de verser une part fixe de sa production à la réserve nationale. Une décision discrète mais déterminante qui transforme la relation entre producteurs et institutions publiques
en introduisant une logique de contribution active plutôt qu'une simple extraction lucrative. Quelques semaines plus tard, dans une école publique de Ouaïgouya, un groupe d'enseignants choisit d'allouer leurs primes à la construction d'un poste militaire destiné à sécuriser les axes ruraux. Ce second geste, dépourvu de symbolisme grandiloquent, montre pourtant comment des initiatives localisées peuvent devenir des leviers puissants, capables d'influencer la stabilité de zones entières. Ces actions démontrent une caractéristique essentielle du modèle burkinabé. La souveraineté ne se limite pas aux décisions nationales, elle se nourrit d'une multitude de micro-engagements. Les marchés périphériques, précédemment paralysés par l'insécurité et la contrebande, voient une reprise progressive des échanges. Les comités villageois, en réorganisant des patrouilles de proximité ou en surveillant les routes, contribuent à renforcer la confiance dans des régions historiquement vulnérables. Cette amélioration reste irrégulière, mais elle illustre la capacité de communautés locales à créer des dynamiques positives lorsqu'elles sont intégrées à une stratégie d'ensemble. Ainsi, au-delà de la rhétorique politique, ce sont les initiatives de terrain qui donnent forme au projet d'autonomie. Chaque geste individuel devient une pièce d'un mécanisme plus vaste où la sécurité et l'économie s'entremêlent pour façonner un modèle encore en construction. Tout commence en janvier 2022, lorsqu'une mutinerie éclate dans plusieurs casernes du Burkina Faso. Les chaînes de commandement se divisent, les unités hésitent, les équilibres institutionnels se rompent. Au cœur de cette incertitude surgit un capitaine encore peu connu, Ibrahim Traoré, dont les prises de parole se distinguent immédiatement par leur refus des dépendances extérieures et leur volonté d'instaurer une nouvelle logique sécuritaire. Ce déclencheur initial n'est pas seulement militaire. Il ouvre une dynamique où chaque décision crée un mouvement de rupture avec les pratiques antérieures. Rapidement, les premières mesures tranchent par leur radicalité. Les accords militaires avec des partenaires étrangers sont dissous. Un audit complet des contrats miniers est lancé pour éclairer les zones d'ombre de la gestion précédente. Puis une annonce inattendue surgit, la création d'une réserve nationale d'or. Ce dispositif, inédit au Sahel, centralise l'exportation aurifère et intègre les coopératives artisanales dans un mécanisme de contribution nationale. La réorganisation bouleverse circuits commerciaux, habitudes administratives et rapports de force régionaux. Simultanément, la réaction internationale se durcit. Les États-Unis, par l'intermédiaire de l'Africom, évoquent un possible détournement de profit. Les chancelleries européennes dénoncent un recentrage autoritaire. Les sanctions se multiplient, gel d'avoirs, retrait d'ambassadeurs, suspension d'aides budgétaires. Les entreprises minières étrangères réduisent leur personnel ou interrompent leurs opérations. Pourtant, contre toute prévision, l'économie ne s'effondre pas immédiatement. Les contributions locales et les circuits internes compensent une partie des pertes. Le point haut survient en août 2023. Des officiers dissidents tentent de renverser le gouvernement, misant sur l'isolement international du pays. L'opération échoue. Le soir même, Traoré apparaît entouré de soldats et de civils sur la télévision nationale. Les foules descendent dans les rues de Ouagadougou, brandissant des pancartes affirmant la propriété nationale de l'or. La rhétorique de résistance se transforme en moteur collectif. Puis vient l'onde de choc. Entre décembre 2023 et janvier 2024, sanctions et retrait diplomatique s'accumulent. Pourtant, les infrastructures redémarrent par fragments. Routes réparées, postes médicaux rouverts, marchés relancés. Les jeunes volontaires remplacent partiellement certaines forces étrangères dans des zones stratégiques. L'expulsion des troupes françaises
et la fermeture de médias occidentaux clôture un cycle historique et ouvre une phase nouvelle, marquée par la volonté de définir ses propres règles. Cette ligne d'événements révèle un enchaînement précis, un déclenchement militaire, une montée politique, puis un basculement institutionnel. Et derrière chaque étape demeure une question. Combien de temps un modèle d'autonomie peut-il supporter une pression internationale croissante? L'analyse économique prend tout son sens lorsque l'on passe du point de départ aux évolutions mesurées. Avant 2023, les financements extérieurs représentaient plus de 60% du budget national. En 2024, les recettes aurifères internes atteignent environ 25% du PIB, illustrant une réorientation budgétaire centrée sur les ressources nationales. Ce chiffre ne décrit pas une autosuffisance totale, mais une bascule réelle. L'État substitue progressivement des flux internes à des appuis internationaux décroissants. Cette transformation est portée par plusieurs dispositifs structurants coordonnés sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré. La réserve nationale d'or constitue le pivot de cette stratégie. En 6 mois, elle a permis de réunir 50 millions de dollars, issus de contributions citoyennes et de coopératives minières. La signification est directe. Ce montant finance des salaires prioritaires et des chantiers essentiels sans empreinte externe. Ce mécanisme s'appuie sur des audits publics réguliers, renforçant la crédibilité d'un modèle souvent perçu comme risqué. L'évolution de la part de l'or dans les exportations totales confirme cette dynamique. En 2022, elle atteignait 18%. Un an plus tard, elle dépasse 30% après la mise en place de contrôles renforcés dans les zones minières. L'effet est clair. Moins de pertes informelles signifie davantage de flux officiels et traçables. Les douanes locales, intégrées au Patriot Support Fund, observent une hausse continue de déclarations, un phénomène rare dans une économie sahélienne sous pression. Enfin, la mobilisation populaire complète le tableau. Plus de la moitié des ménages urbains contribuent directement ou indirectement au financement de la sécurité, tandis que les zones rurales affichent une participation plus modérée mais croissante. L'interprétation est simple. Une fiscalité volontaire, même limitée, améliore la cohésion politique en période de sanctions. Cette dynamique amortit partiellement les chocs externes. Le déficit public, annoncé plus haut, a été contenu grâce à la circulation locale du capital. Ces données composent une image ambivalente. D'un côté, une cohérence interne validée par plusieurs indicateurs, de l'autre, une exposition persistante aux fluctuations du marché de l'or. Elle montre néanmoins qu'un État sahélien peut financer une partie significative de sa défense et de ses services essentiels grâce à une mobilisation interne structurée. À mesure que les résultats économiques et politiques s'accumulent, deux thèses opposées se structurent autour du modèle burkinabé. La première le considère comme une façade. Derrière le discours souverainiste, disent ses critiques, se cacherait une centralisation excessive du pouvoir exécutif. Selon cette lecture, la réserve nationale d'or ne serait pas tant un mécanisme innovant qu'un outil renforçant le contrôle direct de l'État sur les flux économiques, au détriment des institutions indépendantes. Les sceptiques soulignent que l'isolement vis-à-vis des bailleurs classiques risque d'étouffer l'investissement privé, de réduire les marges de croissance et d'accentuer la vulnérabilité aux fluctuations du marché de l'or. Pour eux, un pays soumis à des sanctions ne peut durablement compenser l'absence de capitaux extérieurs par des contributions internes, aussi volontaires soient-elles. La seconde thèse, portée par divers économistes africains, ONG locales et acteurs communautaires, interprète au contraire cette trajectoire comme une opportunité rare. Ils affirment que la dépendance historique à l'aide internationale n'a jamais produit de développement soutenable, mais surtout une succession de dettes et de conditionnalités.
Dans cette perspective, centraliser la ressource aurifère permet de convertir une richesse existante en capital citoyen, justement grâce à la participation directe des coopératives, des travailleurs et des collectivités. Ces défenseurs mettent en avant un argument clé: la transparence accrue. Les audits publics du Patriot Support Fund, la publication régulière des contributions, la vérification par les institutions de contrôle créent un niveau de traçabilité rarement observé dans la région. Face à ces positions tranchées, la réponse institutionnelle se concentre moins sur les intentions que sur les faits. Les flux sont publiés mensuellement, les contributions répertoriées, les transactions contrôlées par la Cour des comptes. Ces éléments ne dissipent pas toutes les inquiétudes, mais ils déplacent le débat vers une base observable. Quelles sont les évolutions réelles, mesurables, publiquement vérifiables? Ainsi, le Stillman met en évidence l'essentiel. Les critiques alertent légitimement sur les risques structurels, tandis que les défenseurs soulignent les gains concrets et l'innovation institutionnelle. Le modèle burkinabé n'est ni un succès garanti ni un échec annoncé. Il demeure une expérience en cours, exposée autant à la cohérence interne et à la stabilité régionale. Seul, mais libre. Cette phrase, prononcée au début de l'année 2024, marque un basculement net. Elle transforme une stratégie d'autonomie encore contestée en véritable ligne politique. L'expulsion des troupes françaises et la fermeture de plusieurs médias occidentaux redessinent le rapport du Burkina Faso au reste du monde, affirmant la volonté de contrôler non seulement ses ressources, mais aussi sa narration. Dans les heures qui suivent, des foules se rassemblent spontanément devant le palais présidentiel. Les drapeaux nationaux remplacent les symboles étrangers, créant une scène où l'adhésion populaire devient visible, presque palpable. Au centre de cette transition se tient Ibrahim Traoré, devenu l'incarnation d'une souveraineté revendiquée et assumée. Cette séquence marque exactement la moitié du parcours politique. Le pays cesse d'être perçu comme une périphérie en crise pour devenir un acteur qui tente de définir ses propres règles. Il n'est ni totalement isolé, ni parfaitement aligné, mais engagé dans une construction autonome encore fragile. Désormais, la question centrale se déplace. Comment ce choix affectera-t-il les finances publiques, les entreprises, les dynamiques sociales et les rapports régionaux? C'est cette exploration des conséquences concrètes qui structure la suite du récit. À ce stade, les effets du tournant souverainiste se déploient sur 4 domaines: finances publiques, activité économique, cohésion sociale et dynamique régionale. Cette segmentation révèle une transformation complexe où chaque groupe expérimente un impact différent, mais néanmoins lié à la stratégie engagée sous Ibrahim Traoré. En ce qui concerne finances publiques, le pilier national, les recettes internes financent une part croissante des dépenses essentielles. Salaires prioritaires, chantiers d'infrastructures et services de base sont assurés malgré la suspension de certains appuis extérieurs. Cette évolution renforce le lien entre l'administration et la population, qui voit ses contributions produire des effets visibles. Mais cette stabilisation reste fragile. Une chute du cours de l'or pourrait réduire brutalement les marges de manœuvre. En ce qui concerne l'entreprise, un paysage recomposé. Les coopératives minières locales augmentent leur production grâce à la centralisation des circuits d'achat. Des chambres de commerce émergent, favorisant un entrepreneuriat national plus structuré. Cette reconfiguration profite aux acteurs locaux, mais inquiète certaines entreprises étrangères qui réduisent ou ajustent leurs investissements. Le pays gagne en autonomie économique, mais perd une partie des financements conventionnels. En ce qui concerne société, une mobilisation inédite. Dans les centres urbains, une majorité de ménages contribuent directement au financement de la sécurité et des projets communautaires. Ce mouvement crée un sentiment d'appartenance collective rare dans un contexte de sanctions.
Dans les zones rurales, les résultats varient. Certaines régions retrouvent une stabilité et activité commerciale, d'autres demeurent vulnérables. À cet égard, les initiatives locales, bibliothèques, postes médicaux, écoles, montrent que la souveraineté passe aussi par l'amélioration des services de base. En ce qui concerne région, une recomposition stratégique, le Mali et le Niger observent attentivement l'expérience burkinabé. Des discussions visent à mutualiser ressources minières et coordination sécuritaire. L'idée d'un bloc du Sahel gagne en consistance. Partage de données, stratégie commune, affirmation régionale. Cette convergence accroît la capacité de négociation des trois pays, tout en renforçant leur marge de décision. En somme, les conséquences concrètes dessinent une trajectoire hybride, montée de résilience intérieure, transformation économique, participation sociale et recomposition régionale. Mais chaque progrès s'accompagne de limites. Volatilité minérale, tensions diplomatiques, fragilité des investissements et dépendance à un seul secteur stratégique. À l'issue des premiers résultats observés, le Burkina Faso entre dans une phase où les prochains mois pourraient suivre trois trajectoires distinctes. Ces scénarios ne cherchent pas à prédire l'avenir, mais à décrire les conditions dans lesquelles le modèle actuel peut se consolider, se transformer ou se fragiliser. Leur pertinence repose sur une idée simple: l'autonomie est un processus, jamais un état fixe. En ce qui concerne scénario de base stabilité tendue mais tenable, dans cette trajectoire, le pays maintient sa stratégie d'autofinancement sans provoquer de confrontation supplémentaire avec les bailleurs internationaux. Les ressources internes suffisent à préserver les services essentiels: sécurité, infrastructures locales, fonctionnement minimal des administrations. Les circuits aurifères restent sous contrôle national, mais leur expansion se heurte au manque de capitaux extérieurs et aux limites logistiques. La stabilité dépend alors d'un équilibre délicat: ne pas élargir trop vite les ambitions tout en consolidant les acquis. Ce scénario est pragmatique, mais vulnérable aux pressions diplomatiques et au marché mondial. En ce qui concerne scénario optimiste, consolidation et partenariats alternatifs, dans cette dynamique, les alliances régionales et extra-régionales s'intensifient. Des partenaires africains ou eurasiens apportent capitaux, infrastructures et expertise technique, permettant de renforcer la chaîne de valeur aurifère: extraction, transformation locale, distribution. Les entreprises locales profitent de nouveaux outils logistiques, tandis que l'économie attire un réseau de firmes africaines indépendantes, moins sensibles aux sanctions traditionnelles. La souveraineté se combine ici avec une modernisation progressive. Le pays entre dans une phase ascendante où la stabilité nourrit le développement. En ce qui concerne scénario pessimiste, pression extérieure et contraction interne. Une chute prolongée du cours de l'or ou un renforcement des sanctions extérieures pourrait provoquer un choc immédiat. Les programmes sociaux seraient réduits, les infrastructures freinées, la cohésion sociale fragilisée. Les tensions urbaines augmenteraient, tandis que les zones rurales reviendraient à des cycles d'instabilité. Ce scénario met en évidence la dépendance persistante à une ressource unique et la difficulté d'absorber un choc exogène. À cet égard, recommandation conceptuelle. Au-delà de ces trois trajectoires, l'enjeu consiste moins à prédire laquelle s'imposera qu'à comprendre les conditions qui permettent au modèle d'exister. L'autonomie burkinabé doit être lue comme un laboratoire politique, une expérience qui teste la capacité d'un État à transformer une ressource en cohésion et une cohésion en résilience. Alors que le pays explore une voie singulière vers l'autonomie, la question se pose: que signifie cette expérience pour un spectateur, qu'il vive au Burkina Faso, ailleurs, en Afrique ou simplement attentif aux transformations contemporaines?
À cet égard, car derrière les décisions politiques, ce sont les gestes ordinaires. Contributions locales, projets communautaires, soutien aux infrastructures de proximité, qui donnent à ce modèle sa texture. Pour les habitants du Burkina Faso, la souveraineté n'est plus seulement un discours. Elle se traduit dans des services de base réhabilités, la reprise progressive des marchés et la présence accrue d'initiatives citoyennes. Pour ceux qui observent depuis d'autres pays africains, cette trajectoire interroge. Un État peut-il réellement reconstruire des marges de décision sans retomber dans les dépendances classiques? Quant à la diaspora burkinabé, elle voit émerger une possibilité nouvelle: participer à des projets collectifs plutôt qu'à des transferts individuels isolés. Deux suggestions permettent de mieux saisir cette expérience. La première: considérer la souveraineté comme un processus cumulatif composé de milliers de gestes minuscules qui renforcent la cohésion. À cet égard, la seconde: observer comment les récits concurrents, critiques internationales, soutiens régionaux, analyses locales, influencent la perception d'un modèle encore en évolution. Ainsi, l'enjeu dépasse largement le cadre burkinabé. Il questionne la relation entre citoyens, État et responsabilité collective dans un monde où l'autonomie devient de plus en plus rare. La suite porte sur ancrer l'institution. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, la première étape consiste à intégrer la réserve nationale d'or dans un cadre constitutionnel durable. Une loi organique précise sa gouvernance, ses audits obligatoires et son indépendance opérationnelle. La mesure du progrès se lit dans la publication régulière des flux financiers, accessibles au public. La suite porte sur diversifier les ressources. La seconde étape vise la réduction de la dépendance au secteur aurifère. Agriculture modernisée, transformation locale, initiatives technologiques adaptées aux conditions sahéliennes. Autant de leviers permettant d'élargir la structure économique. Le succès se mesure à l'augmentation de la valeur ajoutée produite localement et à la réduction des importations de biens essentiels. La suite porte sur consolider les alliances régionales. Une coopération structurée avec le Mali et le Niger permet de coordonner exploitation minière, sécurité frontalière et projets d'infrastructure. Un calendrier annuel de réunions trilatérales sert à ajuster les priorités et mesurer les avancées communes. La suite porte sur renforcer la transparence. Chaque ministère impliqué publie des rapports concis sur les réalisations, chantiers livrés, recettes locales, projets financés. Cette méthode transforme la communication publique en outil de contrôle citoyen. La suite porte sur stabiliser la relation État-population. La feuille de route mise sur une participation active. L'autonomie ne peut durer sans confiance. Cette confiance repose sur la cohérence entre décisions, résultats et informations accessibles. À cet égard, le récit revient à une silhouette entrevue plus tôt, celle d'une institutrice de Bobo Dioulasso dont le geste discret, céder une partie de son salaire pour renforcer un poste local, avait révélé la dimension humaine d'un projet national. Un an plus tard, elle se tient face à Ibrahim Traoré, qui lui remet une médaille devant une foule silencieuse. Il n'y a ni démonstration grandiloquente ni discours emphatique, seulement une reconnaissance simple, presque un hymne, qui résume en quelques secondes la logique d'un modèle fondé sur la participation plutôt que sur la dépendance. Cette scène, filmée sans effet, ferme la boucle émotionnelle du parcours. L'institutrice n'est ni symbole figé, ni héroïne isolée. Elle incarne la cohérence entre une ambition politique et des gestes quotidiens accomplis par des citoyens ordinaires. C'est dans cette continuité que se dessine l'essence du projet, une souveraineté qui ne se proclame pas seulement, mais qui se pratique. Et la phrase Poinçon s'impose nette, brève, irréfutable. La force d'un pays naît de ses gestes sincères. Ainsi, l'histoire ne se referme pas totalement.
elle demeure une invitation à réfléchir à ce que construit un peuple lorsqu'il décide de ne plus déléguer sa responsabilité. À la fin de ce parcours, une idée demeure. Chaque spectateur, qu'il vive près ou loin du Burkina Faso, peut choisir la place qu'il occupe face à cette expérience d'autonomie. Le modèle burkinabé, encore en construction, n'est pas une référence à reproduire mécaniquement, mais une exploration collective où décisions politiques, contributions locales et attentes citoyennes s'entrelacent. En observant les trajectoires, on comprend que la souveraineté n'est pas un geste unique, mais une pratique patiente. Elle naît de la cohérence entre les engagements, la transparence des institutions et la participation de ceux qui en supportent le poids quotidien. Ce n'est ni un récit de rupture totale, ni un retour en arrière. C'est une tentative de redéfinir l'espace entre dépendance et autonomie. Ainsi, la véritable invitation n'est pas d'approuver ou de rejeter le modèle, mais de participer à une conversation ouverte. Que signifie aujourd'hui pour un pays décidé par lui-même? Et surtout, quel regard souhaitez-vous porter sur une nation qui cherche encore sa propre voie?